Madame et Messieurs, bonsoir. C'est toujours avec plaisir que je vous retrouve sur les antennes de Mikuba Télévision, radio comme télévision, pour vous parler de questions d'actualité. Et cela sans filtre. Aujourd'hui, c'est une question essentielle qui va nous intéresser. Vous le savez, si vous soyez parents ou enfants, nous sommes à une semaine de la rentrée scolaire en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, c'est une édition spéciale consacrée à cette question. Est-ce que sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo qui a décidé de rendre gratuit l'enseignement au niveau primaire, nous sommes prêts à commencer cette nouvelle année scolaire 2025-2026. Pour répondre aux questions autour de cette actualité, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Paul Vissoupé. Il est président provincial du SYNECAT, syndicat national des écoles catholiques. Il est également porte-parole de l'intersyndicale ici au Lualaba. Monsieur Paul Vissoupé, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je m'en vais directement à cette question. Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, on a toutes les garanties pour ce qui concerne les écoles publiques et les écoles conventionnées à avoir une rentrée scolaire apaisée et confirmée au 1er septembre prochain? Exactement. À notre niveau en tant qu'enseignant, à notre niveau en tant que syndicaliste, nous sommes prêts à reprendre le cours et à recevoir les élèves dès ce lundi 1er septembre 2025. Et maintenant, les problèmes se posent au niveau de nos autorités. Vous savez, chaque début de l'année scolaire, il faut que la province ou les gouverneurs signent l'arrêté qui fixe le frais pour permettre à ce que le chef d'établissement, lors des inscriptions, commence à percevoir le frais tel que le frais des bulletins, le frais minerval pour les structures privées. C'est ce qui traîne encore, que les gouverneurs n'ont pas encore signé. Mais pour ce qui est de l'encadrement, pour ce qui est du côté enseignant, nous sommes prêts. D'ailleurs, je vous informe que nous avions repris depuis le 21. C'était la fin des vacances. Nous sommes déjà sur le lieu de travail. Pour les administratifs? Exactement, pour les enseignants, pour préparer l'accueil des élèves. Mais comment est-ce que vous rentrez, comment est-ce que vous dites que vous avez repris alors que l'arrêté, qui est quand même un document important, parce que les parents doivent savoir à quoi s'attendre pour la nouvelle année scolaire qui commence. Cet arrêté n'est pas encore arrivé. Pour quelles raisons? Est-ce que vous avez des informations sur ce retard? Vous savez, l'arrêté fixe le frais à percevoir. Mais on nous dit l'inscription est gratuite. C'est-à-dire l'enfant, même si on n'a pas encore fixé le frais, l'enfant peut aller à l'école, prendre son inscription. Mais nous ne savons pas qu'est-ce qu'il y a derrière ça, donc dans les familles, si les parents seront en mesure de nous envoyer leurs enfants le premier. Mais nous reprenons le cours. Les vacances venaient de prendre fin, nous reprenons le cours. On va revenir un peu en détail sur les écoles publiques et les écoles conventionnées, là où il y a la gratuité. Exactement. Mais parce que vous êtes porte-parole de l'intersyndicale, donc vous parlez aussi au nom des enseignants des écoles privées qui font payer. Les parents se plaignent quand même pour certaines écoles privées, le coût de frais d'inscription voilés. On fait payer aux parents l'équivalent du mois pour les enfants, pour les réinscrire, et on ne donne pas des reçus pour ne pas que l'État se mêle. Est-ce que vous êtes au courant de cela? Si oui, est-ce que c'est légal? Et qu'est-ce que vous faites en tant qu'intersyndical? Monsieur le journaliste, vous savez, nous plaidons pour la cause sociale des enseignants. Je dis bien la cause sociale. Voir dans quelles conditions un enseignant peut faire son travail, comment est-ce qu'il doit être rémunéré, comment est-ce qu'il peut s'organiser pour pouvoir encadrer les enfants. Pour ce qui est des inscriptions, les inscriptions, ce ne sont pas les faits syndicaux, les faits syndicaux, pardon, ce sont les faits administratifs. Et là relève de nos autorités. Nous avons devant nous les autorités qui sont les gestionnaires d'école. Il y a les directeurs provinciaux et les ministères de l'éducation. En province, s'il y a de plaintes du côté parent que les écoles privées demandent trop d'argent, et nous, au syndicat, nous avons le principe, si cet argent va au bénéfice de l'enseignant, nous accompagnons.
Mais quand ça va au bénéfice du promoteur, ça va au bénéfice d'un groupe d'individus et que les enseignants restent marginalisés, là, nous sommes avec eux, nous allons plaider parce que nous n'avons pas de sanctions à donner aux promoteurs, ni encore aux chefs d'établissement. Ceux-là qui sont habilités à sanctionner, ce sont nos gestionnaires. C'est pourquoi vous verrez que les parents eux-mêmes sont organisés en comité de parents. Au niveau de la province, il y a un comité de parents. Des cas pareils, je prends par exemple, il y a une autre circulaire que Madame la ministre a fait sortir, où il a dit tout un parent doit aller acheter les fournitures, les uniformes là où il veut. Mais vous arrivez dans une école, on vous oblige de tout payer. Et les chaussettes, vous payez à l'école. Et vous, parents, vous donnez cet argent facilement. Qu'est-ce que nous, syndicalistes ou nous, enseignants, nous avons à faire? C'est pourquoi nous jetons toujours la balle aux parents. Ce sont les parents qui doivent accompagner les autorités à dénoncer ces écoles qui excellent en antivaleurs pour pouvoir les punir. Mais vous savez qu'en tant que parent, on est stressé pour ne pas voir son enfant chassé de l'école qu'on estime meilleure pour l'éducation de l'enfant. Parfois, on se laisse plier aux exigences des écoles et on a même du mal à alerter les autorités parce qu'on s'est dit, en alertant, peut-être que mon enfant, soit il sera marginalisé, soit il sera expulsé pour n'importe quelle raison de l'école. Donc, on se retrouve désarmé. C'est vrai que vous, en tant qu'intersyndical, vous parlez pour le bien-être des enseignants et ce n'est pas à vous de répondre à cette question, les autorités qui nous suivent. Mais je disais tout à l'heure que vous êtes président provincial du Sénécat, donc dans les écoles catholiques. Les écoles conventionnées catholiques ne sont pas non plus épargnées dans le paiement des frais d'inscription. On a reçu des plaintes, on a reçu des témoignages des parents à qui on a demandé aussi des frais d'inscription sans les nommer. Et ça se passe dans les écoles catholiques. Ce n'est pas une autre manière, parce qu'on va parler de la gratuité de l'enseignement, de saboter cette politique phare du président de la République. Est-ce que c'est aussi toujours, parce que vous défendez les enseignants, pour aller dans le sens de dire que l'enseignant se retrouve un peu avec quelque chose malgré la gratuité de l'enseignement et malgré les directives du ministère qui veut qu'il n'y ait pas de frais d'inscription? Merci beaucoup. D'abord, vous devez faire la part des choses. Quand vous parlez des écoles catholiques, dans les écoles catholiques, il y a des écoles privées catholiques. Ouais. Et il y a des écoles publiques catholiques. Et je parle bien des écoles publiques catholiques. Voilà. Quand vous dites qu'il y a les écoles publiques catholiques qui ont déjà commencé les inscriptions et qui demandent l'argent, là, je m'inscris en faux. Okay. Là, toutes les écoles publiques, aucune école jusqu'à ce jour a déjà commencé les inscriptions. Sur l'étendue nationale? Même au niveau national. Moi, je parle de la province. Ouais. Moyennant la perception d'un frais quelconque. Parce que je prends le cas. Les écoles catholiques vont se réunir que ce lundi, ici. Le lundi avec les coordinateurs, avec les gestionnaires, pour maintenant arrêter les stratégies d'inscription. Mais jusque-là, à Kolwezi, les inscriptions sont gratuites à tous les niveaux. Mais M. Paul, vous savez qu'à la fin, à la clôture de chaque année scolaire, vous donnez ce qu'on appelle le billet de vacances. Et ce billet de vacances, ça renseigne comment est-ce que l'enfant pourra répondre l'année scolaire prochaine. Exactement. Comment ça va se faire que vous, dans les écoles catholiques, c'est à une semaine de la rentrée que vous allez décider de quelles conditions devront remplir les parents pour inscrire les enfants? Non, attention. Chez nous, dans nos écoles, pas seulement les écoles catholiques, il y a ce que nous appelons la transposition des classes. Déjà pendant les vacances, un directeur sait que en première, j'avais 12 élèves. En deuxième, il y a eu 4 qui ont repris l'année, les 8 qui vont passer. Il a déjà fait la transposition. Il sait déjà les effectifs qui seront en deuxième, sauf dans le classe de recrutement, que nous appelons les premières. Parce que là, il ne sait pas combien d'enfants qui vont venir. Quand nous disons, les écoles que vous voyez, les chefs d'établissement sont préparés, les écoles publiques sont bien préparées, et là, la transposition se fait pendant les vacances. Et c'est pendant cette période ici, d'ailleurs, qu'ils sont en train même parfois d'afficher dans certaines écoles, vous verrez, on va afficher le nom des élèves. C'est déjà bien préparé. Et quand l'enfant passe aujourd'hui dans une école, c'est juste confirmer
qu'il va revenir et vous verrez à côté de son nom, on met la date où il est venu. Et cette confirmation est gratuite? 0 francs. Aucune condition à remplir. Aucune condition à remplir. Il ne faut pas en même temps vous confirmer gratuitement, vous amener les papiers hygiéniques, le savon et je ne sais pas, la lotion, tout un lot de biens qu'on doit déposer auprès de l'enseignant. C'est pourquoi nous disons les écoles publiques sont bien organisées. Quand vous voyez une école publique demander le papier hygiénique, parce que je sais, c'est devenu une habitude depuis un certain temps, les écoles demandent du papier hygiénique et le savon. À part les deux. Pourquoi? C'est une initiation à la vie sociale de leurs enfants. Ces papiers, quand vous allez dans certaines écoles d'IJ, vous les trouverez qu'on est en train de les utiliser à bon escient. Mais ce papier-là ne doit pas conditionner l'inscription ou la réinscription d'un enfant à l'école. Parce que si vous arrivez dans une école où on vous exige ces histoires-là, les parents est à mesure de se plaindre, même de traduire le chef d'établissement en justice. Je reviens un peu sur les problèmes où les parents se sentent frustrés. Quand il dit qu'il y a beaucoup d'élèves, il faut aller vite payer pour qu'il y ait une place dans cette école-là. Quand vous observez, vous ne verrez jamais une école publique faire la publicité à la radio. Même si vous avez vos communiqués ici, vous ne verrez jamais une école publique faire la publicité. Ceux-là qui font des publicités, c'est qui? Ce sont les écoles privées. C'est tout à fait normal. Chez eux, c'est le marché. C'est le business. Il a construit ses biens, il le doit. Maintenant, ce qui fait qu'il y ait l'orgueil de ces promoteurs de majorer le frais, c'est la faute au gouvernement. Moi, j'ai toujours dit, c'est la faute au gouvernement, surtout quand il a commencé cette histoire de la gratuité. On en parle là tout de suite. Le champ de bataille du chef de l'État que nous accompagnons tous, que nous aimons tous. Mais le mal, c'est quoi? C'est une réforme qui a été mal conçue. Parce que toute réforme exige de moyens, beaucoup de moyens. Mais vous réformez les choses, vous ne mettez pas à cette chose réformée les mesures d'accompagnement. C'est ce qui fait que quand vous arrivez dans une école publique où l'enseignant se sent diminué, un salaire misérable, sur 6 leçons, n'a qu'à faire 4 leçons, et là où c'est le business, les enseignants sont très bien payés. À la fin du mois, il a un salaire plus un sac de farine. Il est obligé d'encadrer sérieusement ses enfants parce qu'il n'a plus le temps d'aller chercher ailleurs. Vous trouverez dans nos réseaux ici un professeur qui donne cours à 3 écoles. En une journée, un professeur qui donne cours dans 3 écoles. Mon frère, quelle qualité de l'enseignement est-ce que c'est? Oui, et puis les salles sont pleines. Parlons-en de la gratuité de l'enseignement parce que c'est la question essentielle pour cette émission d'aujourd'hui, rentrée scolaire 2025-2026. Est-ce que cette rentrée est garantie, surtout dans les écoles publiques et conventionnées qui sont soumises à cette gratuité de l'enseignement? On a senti que vous critiquiez la manière que cette gratuité est appliquée. Qu'est-ce que vous reprochez à la manière? Voilà. Vous savez, le chef de l'État a lancé la gratuité. L'année passée, nous avions été aux assises de Bibois, là où le gouvernement a fait des promesses qu'il allait réaliser. Et comme chaque année, nous reprenons le cours avec beaucoup de bruit, beaucoup de tribulations, beaucoup de menaces de grève. Mais cette année, nous avons pris une autre option. Nous reprenons les cours et nous laissons au gouvernement de réaliser toutes les promesses qu'il avait déjà. Pour cette année, quelles sont les promesses qu'il avait Les promesses ici, vous savez, nous avons un gouvernement dériseur. Ils nous prennent, nous, enseignants, des petits-enfants. Lors des assises, le gouvernement avait promis qu'il allait ajouter sur le salaire d'un enseignant 100 000 francs. Et au mois de septembre, le gouvernement a ajouté 50 000 francs. Il n'a pas ajouté le... Septembre de l'année scolaire passée. Oui, l'année scolaire passée, 2024. Oui. Il a ajouté 50 000 francs. Il nous dira, au mois de janvier, je vais ajouter les 50 000. Et au mois de décembre, je vais envoyer les équipes faire le contrôle pour qu'il y ait ce que nous appelons passage. D'ailleurs, je vous informe que nous, enseignants, nous sommes des vacataires du gouvernement. Vous allez me demander, M. Paul, comment? Comment? Nous ne sommes que des agents de l'État. Nous ne sommes pas agents et fonctionnaires de l'État.
Ah, ok. Nous sommes des vacataires chez l'État. Vous n'êtes pas considéré comme fonctionnaire. Fonctionnaire, non. Ah, donc Agent, quand on comptabilise les fonctionnaires de l'État par le ministre Liaou, vous n'êtes pas sur sa liste. Nous ne sommes pas comptés. Ce qui fait que même pour nous retraiter, ça pose un problème. Et le gouvernement, lors des assises de l'année passée, il nous a garanti qu'il allait basculer de la fonction publique. Donc, il allait nous donner un numéro matricule. Et pour avoir ce numéro matricule... Ça aurait été mieux, comme ça vous êtes géré comme tout fonctionnaire de l'État. Nous attendions ce travail au mois de décembre, Goma est tombé, tout ça a été mis dans la moule. Quand ils ont senti que nous tendons vers la rentrée scolaire, le gouvernement s'est précipité au mois de juillet de nous donner les 50 000 qu'il devait donner au mois de janvier 2025. Nous avons dit quand même il y a la volonté. Mais intérieurement, nous savons que c'est une flatterie. On n'ira nulle part. Et on nous a obligés de rentrer parce qu'il y aura un contrôle. Vous comprenez? Ce contrôle-là, c'est ce qui va déterminer le salaire d'un enseignant et son passage du sous-secteur de l'éducation vers la fonction publique. Et ils nous ont dit qu'ils vont le faire à partir du 1er. Du 1er septembre. Du 1er septembre ici. C'est pourquoi vous êtes calme. C'est pourquoi nous sommes calmes. Nous observons. Vous savez... Doucement d'abord. Avant d'arriver à ça, on vous avait promis 100 000 francs, on vous a ajouté 50 000 francs. Aujourd'hui, le salaire d'un enseignant, il est de combien? Oh là là. On a toujours dit que le salaire est individuel, le salaire est impersonnel. Oui, mais c'est un service public. Nous le disons tout. Oui. Nous avons 3 zones salariales. Ok. Il y a nos amis de Lubumbashi et de Kinshasa qui vous touchent 410 000 francs. 410 000 francs? Oui. Avec 410 000 francs, c'est même pas $200. Non, c'est ce que le gouvernement nous donne. Parfois, quand nous nous mettons à décrier la situation misérable que traverse l'enseignant, vous dites, les enseignants aussi exagèrent. Donc, là, si je comprends bien, les mieux payés chez les enseignants, c'est de Lubumbashi et de Kinshasa, touchent 410 000 francs. Plus les 50 000 qu'on a Plus les 50, donc 460 000 francs. Exactement. Et malgré ça, on n'émet toujours pas $200. Pourtant, même avec $200, qui peut vivre avec? Voilà. Nous, des chefs-lieux de province, vous prenez ce que touchent nos amis de Kinshasa, moins 100 000 francs. Donc, vous êtes autour de 300 000. Plus les 50, 360 000. Et vous allez, ceux qui sont dans le territoire, ce que moi je touche, moins 100 000. Ceux qui sont dans les territoires, 260 000. Ok. Vous voyez au moins? Donc, ceux qui sont à l'intérieur, non, doucement, vous nous faites une révélation qui nous fait mal à la tête. Voilà. Ceux qui sont à Kassaji, etc. Même ceux qui sont à Moussompo ici. À Moussompo, c'est Mouchacha. Ah, ok. Tchamoundenda, c'est Mouchacha. Ok. Moi, je les dépasse de 100 000 francs. Ils touchent 260 000 francs, soit moins de $100. Exactement. Un enseignant congolais, dans la gratuité de l'enseignement, touche moins de $100. C'est là où j'allais vous dire, ces mesures d'accompagnement n'ont pas suivi la gratuité. C'est pourquoi les enseignants sont en train de fainéanter. Parce que quand ils ont lancé, quand le chef de l'État a lancé en 2020 la gratuité de l'enseignement primaire, en principe, il devait majorer le salaire de l'enseignant. On prend par exemple un enseignant du lycée Mwanga ou de l'école primaire Mwanga, qui dans le FIP, c'est l'exemple que je donne, touchait, à part les 200 000 que le gouvernement lui donnait, il a au moins 500 000 francs. Donc le gouvernement devait faire des enquêtes et mettre les salaires, les niveaux de l'enseignant à ce stade-là. Oui, mais monsieur Vissopé, vous quand même, chez les écoles conventionnées catholiques, on nous apprend que vous avez un traitement de faveur de la part du gouvernement, parce que déjà avant la gratuité, comme vous étiez les mieux payés, le gouvernement vous donne une prime en plus. Quel gouvernement qui donne une prime? Le gouvernement congolais, pour les écoles catholiques en tout cas. Non, mon frère, ça ce sont des fausses informations. Donc, vous voulez dire, attendez. Vous voulez dire que même les enseignants des écoles conventionnées catholiques touchent les 260 000 francs? Exactement. Mais quand vous allez par exemple à Lubumbashi, Imara, Twendele... Oui, mais ça c'est les centres urbains, vous nous avez expliqué les il y a ce que nous appelons la prime de gratuité. Donc à part ce salaire-là que je viens de vous donner ici, le gouvernement donne à chaque enseignant une prime de gratuité qui est de 80 000 francs. Ne vous fatiguez pas. Et moi qui espérais que la prime allait au moins être consistante. Non, 80 000 francs, c'est la prime de gratuité. Gratuité que reçoivent
les enseignants du primaire. Maintenant, vous ajoutez à ces 360, vous ajoutez 80 000 francs. Ça fait combien? C'est ce que touche un enseignant d'une école publique de la province du Lualaba, à Kolwezi. Donc, ne suivez pas vraiment les réseaux sociaux. Quand on parle de majoration de la prime, c'est un tabou. On parle. Mais pourquoi est-ce que vous avez... Attendez. Oui. J'ai l'impression que nous, les Congolais, nous avons un souci avec la revendication de nos droits. Ok. Cette gratuité, c'est une mesure présidentielle, d'accord, c'est constitutionnel, exactement. On est tous d'accord. Oui. Mais quand on l'applique, vous êtes des parents, vous avez aussi des enfants qui font parfois aussi des universités, etc. Vous avez des charges. Comment est-ce que vous êtes arrivé à accepter une telle chose? Je note juste au passage aussi qu'entre 2023 et 2025, le franc congolais a quand même perdu sa valeur de près de 42%. Exactement. Ce qui veut dire les 400 000 de 2023, ça ne vaut rien en 2025. Ici, je parle comme syndicaliste. Vous savez, les gouvernements, les membres de ce gouvernement sont des gens, des grands stratèges, des vrais politiciens. Eux pensent qu'en mettant un enseignant dans de telles conditions, l'enseignant va faire un bon travail. Au contraire, on est en train de détruire l'éducation de nos enfants. Justement, on va parler de la qualité de l'enseignement. Nous sommes en train de détruire l'éducation de nos enfants et comme conséquence, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Imaginez-vous, vous pouvez, quand nous sommes allés au mois d'août à Kinshasa 2024, les enseignants ont brandi $500. Il y avait 4 commissions. Dans les 4 commissions, il y avait une commission rémunération, où les enseignants ont dit le gouvernement a suffisamment de moyens, qu'on passe à $500. Là, nous allons reprendre sans problème. Et nous allons supprimer toutes les prises en charge par le parent. Mon frère, imaginez-vous, les ministres, 4 ministres, ont fait avec nous à Bibois 3 jours en train d'engager des discussions et nous avons terminé les assises sans compromis. C'est là où on nous a imposé les 100 000 francs. Nous avons dit, bon, nous nous trouvons devant les autorités, par politesse, alors à prendre le coup. Oui, mais vous n'allez pas manger la politesse. Et puis, nous syndicalistes, nous sommes utilisés, manipulés. Vous pouvez prendre une position, comme maintenant ici. Les provinces, toutes les provinces vous êtes déjà manipulés, vous dites. On nous divise. Okay. On prend, je peux vous dire que dans l'éducation, il y a 43 syndicats. 43 syndicats pour un seul ministère de l'éducation et nouvelle citoyenneté. Divisé pour mieux régner, comme on dit. Quand vous, les blocs de syndicalistes que nous appelons syndicalistes créés à main, c'est-à-dire ceux-là qui ont les enseignants qui donnent cours comme membres, quand vous commencez les revendications, brusquement, on utilise l'autre aile, qui passe aussi, qui font des déclarations. Et vous vous retrouvez dans une situation complexe. Et vous dites quoi? Bon, on laisse passer les histoires. Mais entre-temps, la qualité baisse. Mais c'est pourquoi nous doutons même les résultats des examens d'État ici. On en parlera aussi. On en parlera aussi. Restons d'abord sur cette gratuité de l'enseignement. Parlons de la qualité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous le disiez aussi en commentant, en répondant à la précédente question, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a encore, notamment dans les écoles catholiques, une bonne qualité de l'enseignement? Au primaire, je vais en doute, nous sommes au niveau de 40 à 43%. Parce que tous ces enseignants qui sont là aujourd'hui sont frustrés, sont réduits en eux-mêmes. Vous savez, quand les parents nous prenaient encore en charge, le peu que le gouvernement donnait, on suppléait pour avoir le transport et on quittait la maison, on s'est dit, je vais au travail, mes enfants vont rester manger. Mais maintenant, ici, depuis 2020, vous sentez que tous les enseignants travaillent sous des pressions, une forte dépression. Et là, ce n'est pas seulement aux enseignants de Kolwezi. Là, c'est le niveau national. National, oui. Et comme les enseignants travaillent sous des pressions, pour quelle qualité de l'enseignement? Si, moi je parle, parce que moi-même je suis mangeur de craie. Je suis enseignant craie à main. Quand j'observe ce que j'ai donné il y a 10 ans et ce que je vois aujourd'hui, je me dis, où est-ce que nous allons avec ce pays? 3 années devant nous avec ce système, le pays sera par terre. Face à ça, parce qu'on ne va pas dire, voilà, on ne peut rien faire, quelles sont
les pistes des solutions. Et je veux qu'on soit réaliste. Je sais qu'il y a des autorités qui nous regardent et qui voudraient au moins tirer quelque chose de cette émission. Soyons réalistes. Je sais que dans vos discussions avec l'État, il vous a démontré qu'il lui était impossible de vous payer $500 à tous. Exactement. Qu'est-ce qu'il va falloir faire maintenant pour à la fois ne pas ruiner l'État et ne pas ruiner la qualité de l'enseignement? Au début de l'année scolaire passée, nous avons fait un plaidoyer auprès d'abord des députés nationaux. Nous-mêmes, nous sommes allés voir l'honorable Kantenga quand il est arrivé à Kolwezi. C'était quelque chose de préparé dans toutes les provinces. Nous lui avons proposé s'ils pouvaient, à leur niveau, voter une loi pour que la retenue de 40% soit d'application dans les provinces. C'est quoi les liens? Voilà. Parce que l'éducation, c'est une matière provinciale. Okay. La santé, une matière provinciale. Ah, si l'éducation, c'est une matière décentralisée. Oui, exclusivement provinciale. Si il arrivait que cette loi de la décentralisation sur la retenue, parce qu'on nous dit son application exige une loi, si cette loi est votée, c'est-à-dire les enseignants seront pris en charge par les provinces. Mais est-ce qu'il ne risque pas d'avoir déséquilibre? Les provinces les plus riches vont payer mieux? Il y a une question de péréquation. Il y a une caisse de péréquation. On va uniformiser? Il y a une caisse de péréquation. Okay. Quand les Lualaba a beaucoup d'argent, c'est-à-dire les bénéficiaires, ce sont les enseignants du Lualaba. Oui, mais l'enseignant de Kindu ou je ne sais pas de quelle autre province moins nantie, il va se sentir Monsieur le journaliste, délaissé. Je vais vous faire voir qu'au Congo, il n'y a aucune province pauvre. Aucune. S'il n'y a pas de minerais, ceux-là qui font l'agriculture, ils produisent sérieusement. Ceux-là qui font... Donc, chaque province a au moins une spécialité pour son épanouissement. Mais nous n'avons pas de vrais leaders politiques pour accompagner ces communautés-là. Si une fois les provinces récupéraient les 40% avec la caisse de péréquation, je vous dis, il y aura un changement. Nous avons fait cette démarche-là auprès de nos députés nationaux. La démarche est restée. C'était quand? Au mois de septembre. La rentrée parlementaire lors de la session budgétaire 2024, où il devait préparer les budgets 2025. Ça a été oublié. S'il est là, s'il est ici, l'honorable Kantenga nous suit, il doit nous dire que nous lui avons donné ces documents. S'il est là, on aimerait bien avoir sa version des faits. Voilà. Parce que là, peut-être ça la montre suite, que... où est-ce qu'on en est avec les documents? Oui, mais le moindre des choses, c'est de proposer et puis nous dire à quel niveau ça plante. Parce que les élus nationaux sont là pour relayer les cris de la population. Et vous, enseignants, vous êtes quand même une part importante de cette population parce que vous la formez. Deuxième aspect, au niveau de province. Vous savez, notre loi, notre constitution, confère la gestion des provinces, de l'éducation aux provinces. Donc la province peut créer de frais innovants. Par exemple, au niveau des mining, comme nous avons des mining, on vous dit, chaque mining va commencer à donner à la province 2% dans l'argent de rétrocession ou de la redevance minière. On peut y prendre 2%. Ah, c'est possible ça? C'est possible, oui. Oui, mais nous avons, on ne les fait pas. Nous avons même proposé un brouillon de 10. Ce n'est pas l'honorable Kantenga qui appelle, j'espère. Alors, je suis sur le plateau, non, ce n'est pas lui. Nous avons fait une proposition de 10 que nous sommes allés remettre ça au président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Kasséa. S'il nous écoute, il va confirmer ça. Il nous dit non. Allez voir un politicien ou un membre du gouvernement, vous lui donnez comme ça va passer, que ce soit d'abord une proposition de loi, nous lui avons dit, vous êtes mieux placé pour choisir parmi vos députés, quel est ce député qui peut défendre cette loi ici, auprès de l'Assemblée, et l'arranger pour que ce soit un édit, pour que, quand on va commencer à donner cet argent-là, on accompagne l'éducation, on peut suppléer au salaire des enseignants. Allez voir les politiciens. Nous sommes allés nous-mêmes voir la ministre Kainda. Nous avons déposé, je peux même vous donner les preuves, ce document est resté lettre morte. Une fois là, son attaché juridique m'avait appelé pour qu'on y réfléchisse. On y a réfléchi 2 jours après. Donc voilà au moins les 2 pistes de solutions que nous,
Mais peut-être que ça n'avance pas de ce côté-là parce que déjà les entreprises minières sont soumises à beaucoup de pression fiscale et que à rajouter compliquerait déjà une donne qui est déjà assez complexe. On ne va plus ajouter une taxe ou un montant à ce que les entreprises donnent. Seulement ce que la province reçoive. Cette rétrocession-là, vous voulez avoir cette une part. redevance-là, on y enlève 1%, on l'affecte à l'éducation. C'est faisable. Je peux vous donner un cas. Aujourd'hui, la province prend en charge les élèves de 6e, de 4e. Où est-ce qu'ils tirent cet argent? Toujours dans la redevance. C'est budgétisé. Oui. C'est dans les redevances. Si on y ajoutait là-bas, où est le problème? Et les enseignants du primaire ne sont pas nombreux. Parce que ceux-là qu'il faut accompagner pour qu'ils fassent un bon enseignement, ce sont les enseignants du primaire des écoles publiques. Voilà au moins les pistes que nous avions proposées à nos autorités. Comme les autorités ne nous écoutent pas, nous sommes en train de les observer, mais nous voyons que nous préparons des bombes à l'avenir. On va faire un petit pas en arrière. Tout à l'heure, vous nous expliquez que de votre point de vue, en tout cas vous les enseignants, la mise en application de la gratuité de l'enseignement a été mal faite. Qu'est-ce qui a été mal fait et qui, selon vous, devrait être fait de quelle manière? Voilà. Je vous ai dit ici, toute réforme nécessite beaucoup de moyens. Quand le président Félix Tshisekedi a demandé au ministre Tony Maba qu'il faut qu'il y ait la gratuité de l'enseignement de base. D'abord, là, il y avait une confusion entre l'enseignement primaire et l'enseignement de base. Oui. Ça créait un malentendu. On a mis la loi cadre, on a mis la Constitution qui est au-dessus, c'est la Constitution. Nous sommes arrivés à la Constitution, c'est-à-dire c'est l'enseignement de l'école primaire. Quand le chef de l'État a dit ça, d'appliquer, c'est constitutionnel. Ouais. Dans la même Constitution, il y a un article 43, 36 et 43. 36 qui parle d'un salaire de 100. Il devait d'abord commencer par améliorer les salaires de l'enseignant. Et là, la gratuité allait s'appliquer. Donc, selon vous, le préalable aurait été d'améliorer d'abord les conditions sociales de l'enseignant. Exactement. Avant de libérer la contribution des parents. Exactement. C'est ça. Donc, si le gouvernement a pris en charge un salaire de 100 qu'il donnait aux enseignants, cette histoire de prise en charge par les parents disparaîtrait de soi. Mais nos politiciens, là m'excuser si c'est par populisme ou c'est pour des raisons purement politiques, ils nous ont imposé un système qui va, au lieu d'améliorer, qui va détruire. Et je parlais tout à l'heure de vous pourquoi vous avez accepté. Vous n'avez pas la possibilité de dire non, parce que même la Bible le dit, hein, tout travail mérite salaire. Et la Constitution ajoute salaire décent. Ok. Ça. Pourquoi vous acceptez de le faire? Vous savez, moi, ma carrière, c'est enseignant. Oui. Je ne vis que du salaire que le gouvernement me donne. Avant, les parents nous accompagnaient. C'est pourquoi moi, je ne cesse jamais de jeter des fleurs aux parents, parce que les parents étaient nos premiers partenaires. Mais vous arrivez devant votre papa. Vous lui dites, papa, moi, j'ai besoin des babouches qui ont cette forme, cette forme. Votre papa refuse. Il vous dit, allez, reste là-bas. Vous allez continuer à les contraindre? Non. Aujourd'hui, vous avez appris avec moi en 2020, il y a eu beaucoup d'enseignants qui ont été désactivés. Tu te retrouves, ton nom disparaît sur le listing. Mais tu vas tous les jours au travail, mais le nom a disparu, de les désactiver. On a même créé une association désactivée dans le sous-secteur de l'éducation. Donc nous vivons sous une pression, sous stress. C'est ce qui contribue à la chute de la qualité de l'enseignement. Mais tout ce que vous venez de nous expliquer ici comme difficulté liée à la gratuité de l'enseignement, en même temps, on constate, c'est peut-être une manière pour les enseignants de s'adapter, que je parlais tout à l'heure de l'inscription qui est payée, et même pour le Minerval, certaines écoles, une grande majorité, fait payer aux parents dans les écoles où il y a la gratuité de l'enseignement. Est-ce que vous êtes au courant de cela? Est-ce votre manière de répondre aux failles de l'État? Bon,
on peut être informé tout comme on ne peut pas l'être. Par exemple, Ça veut dire quoi? Pour cette année, ouais. j'arrive. Ouais. Pour cette année, si vous trouvez une école publique, maintenant ici, où on demande le frais, vous me faites signe. Nous allons dire aux autorités de sanctionner cette école. Non, mais non. Vous savez, les parents sont humains. Ok. C'est pour ça que je disais, les parents sont dans une position difficile. Ok. Vous êtes devant quelqu'un qui enseigne votre enfant, C'est qui les ça. rend responsables. Attendez. Oui. Et ces parents-là viennent d'apprendre ce soir que ce monsieur qui va donner de l'enseignement à son enfant touche moins de $100. Mais que ce monsieur lui dise, bon, pour que je rende un bon travail, dans le noir, paye-moi autant. Ce n'est pas ce même parent qui va aller l'accuser. Voilà. En même temps, donc, on est en train, je ne sais pas, mais on officialise de la magouille dans l'enseignement. C'est pourquoi j'ai dit, nous pouvons être informés ou nous ne pouvons pas l'être. Ok. D'ailleurs, c'est une des raisons qui a fait que nous avons terminé l'année scolaire sans moindre bruit. Quand nous avions repris, je me rappelle, c'était le 2 octobre. Et parce qu'au noir, on vous paye quelque chose, On ne paye pas quelque chose, mais il y a des parents, je dis bien, il y a des parents de bonne foi, soucieux des études de leurs enfants qui, en dehors du circuit scolaire, ils assistent les enseignants d'une manière ou d'une autre, qui est un antivaleur. Mais oui, c'est Mais un cet antivaleur encouragé par... Parce que, regardez, M. Paul, le parent le plus généreux, il risque de ne pas voir son enfant échouer. Et ça, c'est une autre forme de corruption morale. Attention. Mais oui, mais on y est. C'est pourquoi. On y est. Et c'est dangereux si on laisse faire ça. Parce que si tout le parent, par bonne foi, et peut-être que les parents peuvent le faire sans attendre quoi que ce soit de l'enseignant, mais l'enseignant il se sent une dette morale. Voilà. Et comment est-ce qu'il peut faire que l'enfant là échoue au risque que cet enfant quitte l'école et lui, il prêterait un financier? Mon frère, c'est là où il y a le problème. C'est là le nœud même de tout ce problème que notre pays est en train de traverser dans le secteur de l'éducation. Nos autorités nous disent quelque chose, mais ce qu'ils font, c'est le contraire de ce qu'ils demandent de faire. Ils disent il faut bannir les antivaleurs. Eux-mêmes sont les premiers à appliquer les antivaleurs. Quand vous voyez les nominations, on nomme seulement leurs enfants, ceci, cela. Cette histoire, chez nous à Colosie par exemple, si l'année passée, nous avons terminé l'année en beauté, parce qu'il y a eu des entretiens avec les enseignants et il y a eu aussi l'accompagnement de la province. Ok. La province du Lualaba, oui. aidé. La province a aidé certains enseignants NP, c'est-à-dire les enseignants non payés, de nouvelles unités. La province leur a donné l'argent. Et le fait que la province leur donne l'argent, c'est ce qui, même s'il a donné une fois seulement, mais la volonté était là de donner. C'est qu'il y a eu un peu de calme et nous sommes arrivés jusqu'à la fin de l'année scolaire. Mais nous ne souhaitons pas que cela se fasse cette année. Cette année, si le gouvernement national n'arrivait pas, parce que nous avons déjà fait les démarches au niveau national et au niveau provincial, si les deux n'arrivaient pas à satisfaire le besoin de l'enseignant, nous allons reprendre le cours. Mais au mois d'octobre, à l'exercice budgétaire 2024, quatrième trimestre 2024, si rien n'est fait, il y aura encore des problèmes. Oui, mais est-ce que déjà quand les enseignants, je ne parle pas particulièrement de vous, Oui. quand les enseignants sont dans cet état d'esprit-là, même s'ils les reprennent, ils ne vont pas répondre avec enthousiasme, avec amour du métier. Il va déjà y avoir un souci. C'est pourquoi nous organisons des réunions pour leur sensibiliser. D'abord, ce sont nos enfants que nous sommes en train de sacrifier. Ces enfants-là n'appartiennent pas au chef de l'État, ni encore moins au gouverneur de la province. Ce sont nos propres enfants que nous sommes en train d'encadrer. Les peu que le gouvernement nous donne, les fournissons aussi des efforts pour pouvoir les encadrer. Nous sommes en train de réunir les enseignants de temps en temps pour leur parler d'une prise de conscience. Est-ce qu'ils vous écoutent au moins? Quand Parce même, que ils nous ventre écoutent. affamé n'a point d'oreille. Les enseignants nous écoutent, mon frère. Je vous dis, Ils vous écoutent. quand nous parlons, nous leur donnons des preuves, nous leur donnons des arguments. Aujourd'hui, nous allons sacrifier toute cette jeunesse. Qui va payer? C'est nous-mêmes parents. Oui, mais En tant que parents, nous allons payer. Mais En même temps, nous allons nous livrer à un autre exercice.
les enseignants ont des champs, les enseignants ont des carrières de briques. Ok. C'est ce qui fait vivre l'enseignant aussi à Oumaraba. Oui, d'ailleurs, une parenthèse, nous ici à Mikuba, on a, pendant l'une de nos émissions, parlé de ce recouvrement forcé pour les documents des véhicules. Oui. Il y a des enseignants qui ont appelé, qui ont eu à commencer à utiliser de motos pour faire le transport en commun pendant cette période de vacances. Alors, il y a un enseignant appelé pour dire, mais est-ce que les autorités ne pouvaient pas dire, pour les enseignants, eux, ils peuvent passer sans payer les taxes. Est-ce qu'il y a des mesures, on va dire, des choses, des taxes auxquelles vous êtes exempté en votre qualité d'enseignant et vu les services que vous rendez à l'État qui ne sont pas bien rémunérés? Quand vous allez, lors du paiement des taxes, mon frère, quand vous allez vous présenter auprès des autorités, vous dites ce que vous êtes, je pense qu'ils nous comprennent facilement. Je prends mon cas, j'ai mon véhicule, j'ai une plaque nationale qui est venue de Kinshasa. On me l'a vendu à $100 et je paye chaque mois $10, chaque année $10. Je suis exempté de tout. De toutes les taxes. Toutes les taxes. C'est pas ce que j'ai acheté là-bas. Parce qu'ils savent que c'est une plaque de l'administration de l'enseignement. Okay. Et là, quand vous avez le problème aussi, c'est quoi? Nous enseignants. Bon, j'ai parlé de véhicules. Même des motos. Non, mais je voulais parler en général de tout ce qui est taxes et impôts. Est-ce qu'il y a un régime spécial pour les agents, plutôt les enseignants du secteur public? Il n'y a pas un régime spécial pour ça. Est-ce qu'il en faudrait? Quand vous allez faire un plaidoyer, on vous aide. Ça dépend des humeurs de celui qui est devant vous. Exactement. Je, par exemple, dans le cadre de soins, nous allons parfois solliciter auprès du ministre pour dire non, il y a ma femme qui est malade, il y a tel enseignant qui est malade. On lui donne le billet pour aller se faire soigner à Manguéji. Mais nous voulons mettre fin à tout ça. Il faut que ça soit dans les normes. Réglementer tout ça. Oui. Donc, je disais tout à l'heure, en commençant cette émission, en disant que nous sommes à une semaine ou un peu plus de la rentrée scolaire, parce que c'est déjà le 1er septembre prochain. À la date d'aujourd'hui, par rapport à l'année scolaire dernière, à la dernière rentrée scolaire, qu'est-ce qui est fait en plus? Qu'est-ce que vous avez gagné? C'est ça, j'ai la question pour être plus clair. Qu'est-ce que l'enseignant que vous êtes a gagné en plus, que ce soit en termes de rémunération ou en termes de traitement et des garanties? L'enseignant n'a rien gagné de plus. Au contraire, n'a gagné que les mensonges des autorités. Je vous ai dit, nous avons repris, nous avons demandé aux enseignants. Mais vos soins médicaux vont être pris en charge maintenant? Exactement, j'ai contribué. Okay. On me retient 5 000 francs. Ah, c'est vous-même qui payez? Oui. Donc, depuis, il y a maintenant une année où le système de la prise en charge est devenu contributif. Donc, nous contribuons nous-mêmes 5 000 francs. Même les bureaux qui sont en face de vous ici, la Saint-Sap, nous contribuons nous-mêmes 10 000 francs le mois. Ça fait 2 ans qu'on nous retient. Toujours dans le 360 000 francs. Exactement. Donc maintenant, on va dire, quand on coupe toutes les différentes taxes, vous ne touchez même pas finalement. Les enseignants payent l'impôt. Quand vous voyez sur notre listing, bon, on me retient 1 500. On écrit là-bas impôt. 1 500, on me retient. Chaque mois. Depuis 2010. Mais je ne sais pas, chères autorités au niveau national, on comprend que l'État, avec la guerre, etc., on peut être en difficulté de pouvoir honorer certaines choses. Mais les gens comme les ministres, les députés, ils sont exemptés de beaucoup de choses. Quand on voit toutes ces taxes, toutes ces tracasseries, recouvrements forcés, un ministre, il passe sans payer quoi que ce soit. Alors qu'eux, ils ont les moyens, en plus de leur salaire qui est inconnu et qui est sûrement au-delà du raisonnable, à eux, on exempte les paiements de taxes, de la contribution au fonctionnement de l'État. Mais aux petits gens, excusez-moi du terme, à qui on ne donne pas à la hauteur du service rendu à l'État, on n'exempte rien, en tout cas rien de manière officielle. C'est quand même très grave. Et là, j'ai réagi en tant qu'être humain, et je sors un peu de mon rôle de journaliste. Ça me touche, ça me choque. Je pensais qu'en tant qu'enseignant, il y aurait un régime spécial conçu pour vous exempter de certains problèmes. Par exemple, les enseignants, est-ce qu'on ne pouvait pas, la SNEL étant une compagnie de l'État, on pouvait dire les enseignants ne payent pas la SNEL, ne payent pas la régie des eaux, ne payent pas ceci ou cela, pour ne fût-ce qu'alléger leur quotidien qui est déjà suffisamment mal pris en charge. On va essayer d'évoluer. Okay. Vous voulez réagir? Non, là, je n'ai pas de réaction à faire. Heureusement que vous êtes entré dans ma peau pour vous dire que les enseignants souffrent.
dans ce pays ici, s'il y a des gens qui sont plus marginalisés, ce sont les enseignants. Mais ce sont des héros vivants. Ça, c'est vrai. Parce qu'ils se font violence pour pouvoir faire le mieux. On peut les reconnaître même si en ce stade, on est en train de tout casser. Parlons des ex-États. En ce moment ici, dans les différentes provinces, en tout cas au Lualaba, dans le Haut-Katanga, on fête la publication des résultats des ex-États. La première question que j'ai envie de vous poser direct sur ce sujet, c'est avez-vous, en tant qu'enseignant, été tenu au courant des innovations faites au niveau du ministère national de l'Éducation? Et est-ce qu'on vous a donné les garanties quant à, on va dire, l'exactitude de ces corrections? Bon, nous d'abord, en tant que représentants des enseignants, nous avions été informés. Nous avons été associés parfois, parce que j'ai vu, par exemple, dans le Haut-Katanga, il y a nos amis syndicalistes du Haut-Katanga qui supervisaient l'examen d'État à Kipushi. Dès qu'on termine l'examen, à la minute, au lieu d'amener les enveloppes à l'ANR directement au centre de correction. Mais nous, quand nous disons les résultats ici ne nous conviennent pas, nous enseignants. Pourquoi? Parce que quand vous voyez les diplômés que nous faisons sortir actuellement, avec le résultat qu'ils réalisent, ça ne... Les 80%, 86%, tu regardes la tête, tu regardes le français qui sort de la bouche. Son comportement, vous dites... Non, parce que vous, enseignants, vous connaissez ces jeunes. Nous les connaissons. Et vous vous êtes étonné de les voir exceller autant à l'examen d'État. Imaginez-vous, nous disons il y a des réformes. Je ne refuse pas. À notre époque, où l'examen d'État était corrigé manuellement, il fallait attendre 2 mois pour avoir le résultat. Quand vous avez 50%, c'est-à-dire vous méritez. Mais peut-être parce qu'à l'époque, il y avait la mauvaise foi de ceux qui corrigeaient. Non, là, à l'époque, il y avait une bonne formation et les gens qui sortaient de là, c'était le vrai diplômé. Moi, j'ai connu un petit garçon qui n'allait jamais à l'école, jamais à l'école. Mais j'étais surpris, les résultats sortent. Il passe 82%. Alors moi, je me dis, par quelle magie? D'accord, il y a des réformes, il y a des critères pour la délibération. Nous disons ces critères étaient respectés à son temps, on n'arrivait pas à réaliser ces résultats-là. Les 80. Ma question c'était celle-ci. Oui. Ces réformes, notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle pour corriger, oui, nous avions été informés. Vous avez été informés. Oui. Vous mettez en doute les résultats aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui vous permet de mettre en doute ces résultats? Parce que vous êtes au courant du processus. Est-ce que ce processus, il y a un endroit où il y a possibilité d'erreur? Vous savez, c'est une machine programmée par l'homme. Même si on parle de l'intelligence artificielle, c'est l'homme qui programme cette intelligence artificielle. Exact. On peut se tromper à un point et il fait des bêtises. Parce que là, quand vous vous trompez quelque part, à la place de la virgule, vous mettez un point. Ça pose un problème très sérieux à la machine. Parce que la machine ne retient que ce que l'homme a mis en elle. Est-ce qu'il y a une commission de contrôle au niveau de l'enseignement national pour vérifier si la machine a bien fait son travail, pour valider les résultats? Je crois oui. Parce que la manière dont... Vous croyez ou vous savez? Je crois. Oui. Je ne confirme pas. Je crois. Parce que la manière dont les histoires se font, le scanner scanne le point. Quand on scanne, le résultat directement à Kinshasa. Et c'est Kinshasa qui donne les résultats. Les résultats ne viennent pas en Bujumbura ni à Lubumbashi. Okay. La sommation, la délibération, c'est Kinshasa. Alors c'est là où nous disons, est-ce que c'est... Attendez d'abord, à ce stade, vous avez été au courant du processus. Oui. En quelques mots, expliquez-nous d'abord comment ça se passe. Quel est le processus de A à Z, jusque donc de la récolte des données jusqu'à la proclamation? On passe par quel système? Quelles sont les étapes? Bon, d'abord on a déjà programmé pour chaque enfant les points qu'il a eu dans la hors session. Ok. On a mis les points de E13, les points de l'école. Okay. Maintenant, quand on prend les copies... Qui programme? C'est les gens qui sont là. C'est là qui sont dans le centre de correction. Vous parlez aux gens qui ne sont pas de votre secteur. Okay. Donc, ce sont les inspecteurs. Les inspecteurs. Ce sont les inspecteurs qui sont affectés au centre de correction. Et quand on programme déjà ces résultats-là, et on les copie, on les scanne. Les copies qu'on scanne là, les résultats sont dans la machine. Et là où ça va, par Lubumbashi à Kinshasa, on fait directement la sommation. Okay. On prend par exemple à la hors-session
Je prends les options agricoles, où en hors session, ils travaillent déjà sur 45%. On prend les 45, sur 45, vous avez eu 12. On prend l'école, le point de l'école, vous avez eu, et le point de l'examen d'État. Comment les points de l'école sont récoltés? C'est vous qui les envoyez? Oui, c'est l'école qui envoie. Vous envoyez ça de manière digitale ou ce sont les copies que vous envoyez? Les copies, il y a des fiches. Ça s'est fait avant les exétats ou après? Avant les examens. Avant les examens. Avant les examens d'État. Ok. On amène ça. C'est comme la correction de l'examen traditionnel, le deuxième jour. Là aussi, on les corrige manuellement. Là, on envoie ça avant. Et les gens qui sont là, ils sont nombreux. Vous arrivez dans une salle où il y a plus de 120 correcteurs. Donc, vous voyez, là, c'est telle province, là, c'est telle province, et chacun a ses tâches, a ses responsabilités. Et quand on scanne l'examen écrit, on ajoute seulement le point. Et les critères de la délibération est déjà là. C'est-à-dire, quand vous avez eu, par exemple, le point de l'école, 60%, le point de l'examen d'État, vous avez, quand on a fait la sommation, vous avez, par exemple, l'écart est de 15%. On prend les points les plus faibles. On prend les points les plus faibles. Maintenant, quand vous êtes entre 0 et 15%, là, vous passez directement, on fait la moyenne, et vous avez votre diplôme. Et ça, on a compris, même si c'est un peu technique. À partir de quel moment seule la machine décide? Est-ce que c'est à l'addition? Ça veut dire, j'essaie de comprendre. Ouais. On a déjà envoyé les 2 premières étapes de l'examen, ça veut dire les résultats de l'école et ce qu'on a fait en hors session. Maintenant, on est à la dernière étape. Qu'est-ce qui explique la rapidité? Parce qu'on a vu en moins de 72 heures, les premiers résultats étaient sortis. Vous nous dites qu'on scannait rapidement. Nous, on veut comprendre. À partir du moment où on scanne, et à partir du ça corrige, on donne le point, on publie les résultats. On regarde votre nom, on fait déjà la sommation. Et c'est le palmarès qui sort déjà. Les centres de correction sont donc interconnectés avec les niveaux nationaux. Maintenant, votre doute vient à quel niveau? Notre doute vient dans la programmation. Ah, vous pensez que les machines peuvent mal programmer. Dans les corrections. D'où ma question. Comment est-ce qu'on va s'assurer, après avoir fait tout ce travail, est-ce qu'il y a une commission d'enquête chargée de vérifier, de valider ces données? Après le résultat ici, il y aura une évaluation. Je crois qu'on nous a même recommandé, nous, de faire certaines observations par rapport les IPP vont aussi faire leurs observations. Peut-être après ça. Vous savez, c'est la première année que cela se fait. Oui. Ce système où la correction... Est-ce qu'ailleurs dans le monde, dans les pays civilisés, ça se passe de cette manière-là? Est-ce que vous avez des nouvelles? On a volé quelque part. On a pris ça quelque part. Okay. Parce que nous, Congolais, nous ne sommes pas en mesure de faire cette histoire de nous-mêmes. Oui, bon, on a la machine à voter pour les élections, même si les pays avancés comme la France, ils ont toute la technologie, mais ils ne le font pas parce qu'ils savent qu'il y a une marge d'erreur. Il y a des conséquences. Oui. Parce que quand vous programmez mal, vous avez un mauvais résultat. Mais nous prenons à ce mauvais résultat-là. Oui, on s'est satisfait de la rapidité. Espérons qu'avec le temps, il y aura une commission d'évaluation. Avec cette commission d'évaluation, que nous souhaitons que ce soit composé de partenaires éducatifs. Mais est-ce que dans le fond, vous, les enseignants, vous n'êtes pas satisfait quand même de la rapidité avec laquelle on livre ces résultats? Comme ça vous permet de savoir si l'enfant est passé et qu'il passe rapidement, vous passez à autre chose. Nous disons, nous sommes contents du résultat. Mais nous ne sommes pas contents de voir un enfant qui ne travaille pas en classe avoir ces résultats-là. Okay. Pour quel avenir de cet enfant? Vous pensez que ces résultats sont donnés au hasard? Pas au hasard, c'est par mauvaise communication ou par mauvaise programmation de machines, tout peut arriver. Mais oui, s'il y a une mauvaise programmation, c'est que les résultats qui sont donnés ne sont pas conformes à la vérité, donc ils sont donnés... Alors là nous n'avons pas de mots à émettre. C'est vous les enseignants? C'est une observation. Ouais. Et comme il y aura toujours évaluation, ils sont en train de faire les évaluations pour ce moment, les inspecteurs. Déjà. Ok, très rapidement pour finir sur cette question, il nous reste malheureusement plus beaucoup de temps. Comment est-ce que ça s'explique maintenant qu'on a vu 2 jours après la fin des exétats, on a publié les premiers résultats, ensuite silence, et puis ça vient de reprendre. Cette rapidité-là, c'était seulement pour le premier tour. Qu'est-ce qui a ralenti par la suite? Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont d'abord voulu privilégier les provinces où sont installées les machines.
Oui. Si vous avez remarqué, il n'y avait que province éducationnelle de Moamba, il y avait et du Lubumbashi. Et même Lubumbashi, au Katanga, on n'avait pas au premier tour publié toutes les écoles. Ok. C'est-à-dire quoi? Quand c'est une phase expérimentale, il faut attendre que les mâles viennent. Par exemple, le mâle de Kolwezi, pour arriver à Lubumbashi, il faut attendre. Mais ceux de Lubumbashi, c'est le même jour on termine l'examen, le même jour on amène au centre de correction. Ce qui a fait qu'eux ont même travaillé les centres. Ils ont terminé les examens jeudi. Déjà à partir du lundi, tous les examens du lundi étaient déjà au centre de correction. Ce qui a fait que chez eux, il n'y a pas eu un retard d'arrivée de mâles. Directement, on a publié les résultats. Maintenant, les autres, il fallait attendre. Quand les mâles arrivent au centre, il faut couper, dépouiller, les classer et commencer le programme. Ce qui a créé un peu ce petit retard. Besoin de votre avis d'expert en éducation. Qu'est-ce que vous pourrez donner comme conseil à la ministre nationale de l'Éducation nationale? Est-ce qu'il faut qu'on garde les choses telles qu'elles se sont passées, ou bien vous pensez qu'on peut quand même, au regard des remarques que vous venez de faire, patienter, améliorer? Nous pensons qu'il y a d'abord une évaluation. Après évaluation, on les garde, mais qu'on essaie d'être très sévère dans la programmation. Faire le suivi à tous les niveaux. Parfois même les conseils de délibération soient élargis, même au niveau des inspecteurs, qu'on y mette un peu beaucoup d'inspecteurs pour voir un peu. Mais nous félicitons quand même du travail qu'ils ont abattu, malgré qu'il y a eu des failles. Vous savez que c'est un travail humain. Un travail humain n'a jamais été parfait. Il y a eu quand même des lacunes par-ci par-là. En un mot et très rapidement, si vous étiez demandé de coter la gratuité de l'enseignement, on va finir par là, vous diriez qu'au stade actuel, c'est un échec, c'est une réussite? C'est un échec. C'est un échec. Parce que ça réduit la qualité de l'enseignement. Ça réduit la qualité de Et puis chez l'enseignement. nous ici, les parents, vous sentez, les parents disent Biabou le Bikawaiki. Donc chez nous, il faut là où ça paye. C'est pourquoi vous voyez les engouements dans les écoles privées, parce que chez nous, la gratuité, au lieu qu'il y ait beaucoup d'élèves, chez nous, la gratuité fait disparaître tous les élèves. Tous les élèves. Monsieur Paul Vissoupé, je rappelle que vous êtes président provincial du Cinécat et vous êtes aussi porte-parole de l'intersyndicale. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier de la considération que vous avez à l'éducation et j'espère que vous allez nous accompagner jusqu'à avoir de bons résultats au niveau de la province. Pas de problème. On fera le point après la rentrée scolaire. Merci aussi à vous pour votre fidélité. Politico de ce soir, c'est terminé. Nous sommes en rediffusion tout ce week-end, disponible sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez nous écrire en scannant le QR code. Je vous retrouve le vendredi prochain, Dieu voulant. D'ici là, merci de nous rester fidèles. Merci beaucoup. Merci.